Laurent Gbagbo s'apprête à rentrer en Côte d'Ivoire. L'ancien président a reçu ce vendredi 2 passeports de la part des autorités de son pays. Il a chargé le secrétaire général de son parti pour les préparatifs de son retour au pays. La République démocratique du Congo se dote de son budget exercice 2021. Œuvre du Parlement, il s'élève à près de 7 milliards de dollars, un montant en baisse par rapport à celui de l'année écoulée. Et puis, en Égypte, l'effondrement d'un immeuble a coûté la vie à 3 personnes. Le drame s'est produit dans la ville d'Alexandrie, située au nord du pays. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Laurent Gbagbo rentrera bientôt en Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien a reçu ce vendredi à Bruxelles 2 passeports, un passeport ordinaire et un autre diplomatique. Il annonce d'ailleurs le retour dans son pays courant le mois de décembre. Reportage. L'ancien président ivoirien avait entamé en juillet dernier des démarches administratives pour obtenir les documents officiels pouvant lui permettre de rentrer en Côte d'Ivoire. Son entourage s'est à plusieurs reprises indigné des lenteurs prises pour délivrer ses passeports. Les choses semblent s'être accélérées la semaine dernière. Vendredi matin, par la voix de son avocate, Maître Abiba Touré, Laurent Gbagbo reste mesuré. L'obtention de son passeport est un épiphénomène, mais l'ancien président salue tout de même l'acte posé par les autorités ivoiriennes, un acte qui va dans le sens de l'apaisement, laisse-t-il lire dans un communiqué. Ses passeports en poche, Laurent Gbagbo compte rentrer en Côte d'Ivoire dans le courant du mois de décembre. Il a à ce titre désigné Assoa Adou, le secrétaire général de son parti, le Front populaire ivoirien FPI, pour approcher les autorités compétentes afin d'organiser son retour dans la quiétude conformément à son statut d'ancien président de la République. En parallèle, Laurent Gbagbo continue d'exiger la libération des leaders politiques et ceux de la société civile ayant été interpellés après la présidentielle du 31 octobre. Toujours au chapitre politique au Tchad, les députés de la majorité présidentielle ont voté ce jeudi une révision de la Constitution instaurant notamment un Sénat et le poste de vice-président. Alors pourquoi ces réformes? Élément de réponse. Le projet de réforme constitutionnelle présenté au Parlement à l'issue d'un forum national fin octobre a été voté par 145 voix pour, 10 contre et aucune abstention. Le forum avait regroupé les partis de la majorité présidentielle et des personnalités et membres de la société civile proches du pouvoir, boycottés par l'opposition et les organisations de défense des droits humains. Selon le texte, le vice-président est nommé par le président de la République. Il supplée et représente le président, exerce le pouvoir et prérogatives qui lui sont déléguées par le président. La réforme instaure également un parlement bicaméral avec la création d'un Sénat qui représentera les collectivités locales, désignées par un collège de grands électeurs, essentiellement les élus municipaux. Il verra le jour après les élections législatives fixées l'été dernier au 24 octobre 2021, après avoir été maintes fois repoussé depuis 5 ans. En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif, les attributions du président de la République sont provisoirement exercées par le président du Sénat, précise la nouvelle disposition. La nouvelle loi doit être promulguée prochainement par le président Déby, récemment promu maréchal et qui vient de fêter les 30 ans de son accession au pouvoir après un coup d'État en décembre 1990. L'élection présidentielle, elle, aura lieu le 11 avril prochain. En Guinée-Conakry, le président Alpha Condé, lui, sera investi pour un 3e mandat. Ce sera le 15 décembre prochain. C'est ce qu'a donc indiqué ce jeudi le gouvernement du pays. Alors que l'opposition conteste toujours sa victoire à la présidentielle du 18 octobre, le président Alpha Condé va prêter serment le 15 décembre prochain. L'événement marquera l'entrée en fonction du premier président de la 4e République, peut-on lire dans le compte rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu dans la matinée. Une nouvelle constitution adoptée lors d'un référendum controversé en mars marquait selon les autorités l'avènement d'une nouvelle république. La nouvelle loi fondamentale remettait donc, selon les partisans du président Condé, son compteur présidentiel à zéro et lui permettait de se représenter.
Sa candidature a donné lieu à des mois de manifestations durement réprimées et des violences qui ont fait des dizaines de morts civiles depuis octobre 2019 et dans les jours suivant l'élection. Alpha Condé a été proclamé vainqueur dès le premier tour par la Cour constitutionnelle le 7 novembre dernier. Son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo, assure toujours que c'est lui qui a gagné et il dénonce une fraude. Le président Condé a demandé ce jeudi à ses ministres de communiquer plus souvent sur les nombreux cas de violences subies par les forces de l'ordre et des citoyens innocents de la part de personnes se réclamant de l'opposition sans que certaines organisations de défense des droits de l'homme ne s'en émeuvent. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances 2021 qui consacre un budget légèrement plus élevé que le budget prévu pour l'année 2020. Le projet de budget 2021 voté s'élève à 6,9 milliards de dollars, environ 20% de plus que les 5,7 milliards du budget rectificatif voté pour 2020. Une grande partie des recettes est affectée aux rémunérations des agents de l'État, alors que l'an dernier, le budget de plus de 11 milliards de dollars avait été jugé irréaliste. Le Premier ministre congolais Sylvestre Ilunga assure cette fois qu'il a reçu l'aval des institutions de Bretton Woods. Le Fonds monétaire international FMI ne s'est pas exprimé, mais il avait fait de ce critère une des conditions pour que le pays puisse ouvrir des négociations, adopter un plan triennal et espérer des facilités de crédit. Les institutions pléthoriques continueront de consommer l'essentiel des recettes, un peu plus de la moitié. Conséquence, la marge de crédit pour les investissements est très mince cette année encore. La société civile et certains partenaires avaient plaidé pour la réduction du train de vie de l'État. Pour améliorer les recettes, le gouvernement compte intensifier la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. Malgré les demandes des syndicats de la fonction publique, il n'est pas question de réduire la pression fiscale. Les recettes issues de l'exportation dépendent toujours du secteur minier et le gouvernement compte sur la reprise de l'activité économique et la hausse du cours de certaines matières premières comme le cuivre. Et on reste toujours en République démocratique du Congo où l'Assemblée nationale a demandé une enquête interne sur les faits graves de corruption sous forme de tentative d'achat de députés et ce en pleine crise avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Des députés congolais ont dénoncé le 9 novembre dernier des allégations de fraude et de corruption visant à obtenir leur adhésion viciée à certaines démarches à caractère parlementaire. Suite à cette dénonciation, la présidente pro-Kabila de la Chambre basse, Janine Mabunda, a saisi un comité des sages de l'Assemblée pour faire toute la lumière sur les graves allégations de corruption. Le parti présidentiel UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, a tenté de corrompre un certain nombre de députés, notamment ceux issus du FCC, a dit une source parlementaire qui a requis l'anonymat. Selon cette source, ils se sont vus proposer de l'argent pour signer une pétition visant à faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale et sa présidente. Le Front commun pour le Congo, FCC, a revendiqué au moins 305 députés sur 500 à l'Assemblée nationale. Englué dans les tensions avec le FCC, le chef de l'État a organisé des consultations politiques afin de créer une union sacrée de la nation. Félix Tshisekedi, qui gouverne en coalition avec la majorité parlementaire, Front commun pour le Congo FCC, fidèle à son prédécesseur Joseph Kabila, doit annoncer dans les jours qui viennent des solutions pour sortir de la crise avec ses partenaires du FCC. 3 personnes, je vous le disais, ont été tuées dans l'effondrement d'un immeuble vétuste dans le centre d'Alexandrie, situé dans le nord. Nous sommes en Égypte. L'information a été révélée par une source sécuritaire. Des agents de la protection civile étaient à la recherche de survivants dans les décombres de cet immeuble résidentiel dans le quartier de Mouaram Bek. Pour l'heure, seuls 2 enfants ont été extraits. Les centres d'Alexandrie et du Caire, où de nombreuses constructions datent du 19e et du début du 20e siècle, ont longtemps hébergé la bourgeoisie du pays et d'importantes institutions publiques. Toutefois, dans la capitale comme dans la seconde plus grande ville du pays, nombre de ces immeubles
immeubles sont aujourd'hui délabrés ou à l'abandon. L'immeuble en question avait déjà fait l'objet de 3 ordres de démolition. Il y avait un immeuble de 3 étages sur ce terrain dans la rue Fardous, dans le quartier de Mouarambek. Il avait fait l'objet d'ordres de démolition à plusieurs reprises. Il y avait 2 familles et il y a environ 9 personnes coincées dans les décombres. Nous avons sauvé un enfant et nous attendons pour les autres personnes. Les secouristes de la protection civile sont présents et nous avons préparé le matériel nécessaire. Que Dieu aide leurs familles, nous serons ici avec elles jusqu'à ce que les autres soient. Plusieurs bâtisses se sont effondrées ces dernières années en Égypte, faisant de nombreuses victimes en raison de la vétusté des bâtiments et du non-respect de la législation en termes d'urbanisme. Le commissaire européen à la gestion des crises en visite dans un camp accueillant des réfugiés éthiopiens au Soudan, appelé Addis Abeba, a rétabli les communications dans le Tigré et cessé notamment les combats déclenchés il y a 4 semaines dans cette région du sud de l'Éthiopie. Reportage. Yanez Lenacic déplore l'inaccessibilité à l'information depuis le début de l'offensive, le Tigré étant quasiment coupé du monde en raison d'un blackout sur les communications et des restrictions d'accès. J'ai parlé aujourd'hui avec un certain nombre de réfugiés dans ce camp et ce qui est douloureux à entendre, c'est qu'ils n'ont aucune information au sujet de leurs proches qui sont restés derrière, a déclaré le commissaire européen à la gestion des crises. Il a également appelé les parties en conflit à mettre un terme aux hostilités, estimant qu'il n'y aura pas de solution militaire à ce problème, car c'est avant tout une question politique. Le gouvernement éthiopien a accordé cette semaine aux Nations Unies un accès humanitaire sans restriction au Tigré, privé de tout approvisionnement depuis le 4 novembre dernier, lorsque le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale à l'assaut des forces du Front de libération du peuple du Tigré qui dirigeait la région et défiait son autorité depuis des mois. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.